On a envie de construire des avions, de contribuer à l'infrastructure d'une ville ou des choses comme ça. Être ingénieur, c'est quelque chose qui a de l'impact et qui permet de le faire. C'est la plus ancienne école d'ingénieurs française. Elle a presque 3 siècles. Donc c'est la souveraineté autour des questions d'énergie, des questions du maritime, des questions de défense et de sécurité dans son ensemble, des questions numériques, des questions de transport, de santé. Toutes les sciences et les technologies qui touchent ces domaines-là et qui vont permettre à la France et à l'Union européenne d'être plus souveraine, donc plus autonome dans ces grands secteurs. Estelle Iacona, vous êtes la directrice générale de l'ENSTA depuis mai 2025. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et ce qui vous a mené justement à la direction générale de cet établissement? Oui, alors mon parcours, comme beaucoup, il a été jalonné de rencontres et d'opportunités, mais finalement avec je dirais un fil rouge qui est une appétence assez forte pour la science et la technologie, et puis l'envie de comprendre finalement ce qui nous entourait, comprendre un peu le monde sous l'aspect scientifique et technologique, et puis au fur et à mesure de mon parcours, la conviction que cette compréhension permettait d'aller vers un progrès sociétal plus important et une émancipation personnelle. Donc je rassure les jeunes qui nous écoutent, telles que je formule mes convictions aujourd'hui, je ne les formulais absolument pas de cette manière-là quand j'en étais à choisir mon orientation et mon métier. Mais en tout cas, donc j'ai suivi des filières scientifiques. Au niveau du lycée, j'ai eu envie d'être ingénieur, alors sachant que dans ma famille, personne du tout n'était ni scientifique ni ingénieur, mais voilà, on comprend à cette époque, enfin à cette période de notre vie que si on a envie de construire des avions, de contribuer à l'infrastructure d'une ville ou des choses comme ça, être ingénieur, c'est quelque chose qui a de l'impact et qui permet de le faire. Et qui permet de continuer à faire des mathématiques, de la physique et des disciplines de ce type-là. Et donc, école d'ingénieur dans une école qui s'appelle aujourd'hui l'école Polytech Nantes. Et j'ai découvert la recherche dans cette école. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, peut-être l'unique occasion d'aller un petit peu plus loin dans un sujet scientifique et donc de faire une thèse. Et donc je suis arrivée en cherchant de manière tout ce qu'il y a de plus classique, une thèse dans mon domaine qui était la thermique et l'énergie. Je suis arrivée à l'École centrale Paris, en région parisienne. Là, ça a été donc une première rencontre avec mon directeur de thèse qui m'a évidemment beaucoup appris sous l'angle scientifique, mais aussi j'ai découvert à ce moment-là ce qu'était qu'enseigner. Enseigner dans l'enseignement supérieur et la recherche et enseigner à des jeunes centraliens, donc ce qui était très intéressant et très agréable. Une autre rencontre, mon jury de thèse m'a permis de rencontrer une chercheuse américaine qui m'a invitée en postdoc dans son établissement, l'université Johns Hopkins de Baltimore. Donc j'ai fait un postdoc, là on était dans les années 2000. Je donne la date parce que le point va être important pour la suite. Donc j'ai fait un postdoctorat en relation avec la NASA sur des problématiques de refroidissement et de microgravité dans l'espace. Et puis est arrivé le 11 septembre. Donc, j'étais aux États-Unis pour le 11 septembre 2001. Et là, je me suis dit, c'est peut-être pas l'endroit où j'ai envie de continuer à travailler ou à m'installer. Donc, je vais revenir en France. Et ce que ce séjour aux États-Unis m'a permis aussi de mesurer, c'est la très grande valeur ajoutée du diplôme d'ingénieur à la française, que j'avais vu en tant qu'élève, que j'avais ensuite vu en tant que doctorante sous l'angle un petit peu plus pédagogique quand j'étais à Centrale Paris, et que j'ai vu finalement en comparaison quand j'ai enseigné et que j'ai contribué dans un établissement d'un autre pays. Et donc cette valeur ajoutée qui permet de conceptualiser, d'aller très loin dans la compréhension scientifique, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de l'école, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux quand je me suis retrouvée à enseigner aux États-Unis. Donc j'ai vraiment eu envie de revenir pour finalement non plus être ingénieur, puisque là, j'avais un petit peu évolué dans mon souhait de parcours, non plus être ingénieur, mais contribuer à former des ingénieurs. Et donc, je suis devenue enseignant-chercheur dans un laboratoire d'énergétique et de combustion à l'École centrale Paris. Et assez rapidement, j'ai pris des responsabilités dans mon laboratoire, puis au centre de recherche de l'École centrale, puis Centrale Supélec, qui a été créée par la fusion des deux écoles, le déménagement sur le plateau de Saclay. Et assez vite aussi, je me suis beaucoup intéressée à l'intégration de Centrale Supélec dans l'université Paris-Saclay. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, ce qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est le mélange des cultures et mettre autour de la table des académiques, des scientifiques de différentes disciplines, de différentes cultures universitaires ou écoles. Certains ont des liens forts avec le monde industriel, d'autres ont des liens plus forts avec la recherche fondamentale. Et c'est ce qui m'a amenée
finalement à arriver dans l'université Paris-Saclay, en être vice-présidente, puis j'ai été élue en 2022 présidente de l'université Paris-Saclay. En 2024, j'ai travaillé sur la stratégie internationale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et j'avais envie de revenir dans une école d'ingénieurs, d'être au plus près des élèves, au plus près des collègues qui font de la recherche et l'enseignement dans l'école. Et donc le poste qui s'est libéré à l'ENSTA a été une très très belle opportunité. Ça m'a permis de revenir dans l'environnement et dans une très très belle école d'ingénieurs. Donc en mai 2025, vous devenez la directrice de l'ENSTA. Est-ce que vous pouvez nous représenter rapidement les forces de l'école, son histoire, la fusion et son appartenance à l'Institut Polytechnique de Paris? Alors peut-être très rapidement son histoire, parce que j'aime bien rappeler un point qui est peu connu, en tout cas que je ne connaissais pas moi quand je suis arrivée à l'école. C'est la plus ancienne école d'ingénieurs française. Elle a presque 3 siècles. Elle a été créée en 1741. Alors une de ses racines, une de ses fondations, puisqu'évidemment il y a eu énormément d'évolutions, de rapprochements et d'éléments qui ont permis à l'école de s'étendre. Mais en tout cas, une de ses fondations, ça a été la création en 1741 de l'école des ingénieurs constructeurs de vaisseaux royaux, puisque la France, l'État français avait besoin d'aller un petit peu plus loin dans la conception et la construction de navires pour l'armée française de l'époque. Et donc, il y a une culture de l'ingénierie navale, de lien avec les armées qui vient de cet aspect-là. Et puis après, l'école a évidemment s'est étendue. À partir des années 1970, c'est arrivé par d'autres rapprochements à être une école d'ingénieurs généralistes avec des aspects sur la mécanique, les mathématiques appliquées, l'énergie, le numérique, les questions de défense et de sécurité. Elle est devenue membre fondateur de l'Institut Polytechnique de Paris en 2019. Donc ça lui a permis de renforcer encore ses liens avec les autres les écoles membres de l'Institut Polytechnique de Paris et de contribuer à la visibilité internationale de l'Institut, qui fait partie d'une des valeurs ajoutées de cet ensemble. Et il y a juste un an, l'ENSTA Paris et ENSTA Bretagne ont fusionné pour créer ENSTA aujourd'hui, qui, comme on va en parler ensuite, propose des formations complètement refaites. On y reviendra tout à l'heure. Peut-être juste pour les jeunes parfois qui ont du mal à visualiser les différences entre les 200 écoles d'ingénieurs en France, quelles sont les forces ou les domaines de prédilection, en tout cas, de l'ENSTA? Alors, l'ENSTA, c'est quand je présente l'école, je présente 3 spécificités. La première, c'est son grand niveau scientifique. C'est une école qui assure et qui assume d'avoir une exigence scientifique forte. Donc les jeunes qui intègrent l'école vont faire de la science et vont avoir un certain nombre d'autres domaines évidemment à travailler, mais font faire beaucoup de sciences. Une autre spécificité, c'est d'être en lien très très fort avec le monde industriel à tous les niveaux. Donc pour les jeunes qui nous écoutent, ça veut dire des liens presque au quotidien avec des intervenants d'entreprises qui contribuent à un certain nombre de cours, des possibilités de projets, de stages, de mobilité, etc. Et une spécificité qui là correspond à son positionnement, et je pense qu'il répond à votre question, l'ENSTA, c'est l'école des souverainetés. Alors, on entend ces dernières années beaucoup parler de souveraineté. L'école est positionnée sur ces grands sujets depuis toujours. Donc, c'est la souveraineté autour des questions d'énergie, des questions du maritime, des questions de défense et de sécurité dans son ensemble, des questions numériques, des questions de transport, de santé. Toutes les sciences et les technologies qui touchent ces domaines-là et qui vont permettre à la France et à l'Union européenne d'être plus souveraine, donc plus autonome dans ces grands secteurs dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Quelle sera votre feuille de route finalement sur ce mandat? Qu'est-ce que vous allez impulser en tant que directrice générale de l'ENSTA? Le fait que l'école soit issue d'une fusion de 2 écoles depuis l'année dernière, ça a permis aux équipes, bien avant que j'arrive, aux 2 directeurs précédents et les différentes parties prenantes, de travailler de manière assez fondamentale les grandes orientations de l'école. Et c'est ce qui a amené à la fusion la création de cet établissement et qui amène le positionnement que je viens de décrire. En parallèle, les équipes ont préparé les nouvelles formations dont on va parler juste après, qui vont démarrer en septembre prochain. Donc, moi, j'arrive avec déjà sur cette lancée. Donc, les orientations stratégiques sont clairement positionnées. Donc, pour moi, ce qui est important dans les prochaines années, c'est d'accompagner cette transformation. La transformation de la nouvelle école, de ce positionnement qui est maintenant renforcé sur un nombre d'axes très, très grand, son intégration encore plus forte dans l'Institut Polytechnique de Paris. Donc d'accompagner, ça veut dire fédérer les communautés, que ce soit les communautés en interne dans l'école, mais aussi toutes les parties prenantes autour de nous, c'est-à-dire les recruteurs, les
partenaires académiques, les partenaires collectivités locales, ou tout ce qui nous entoure et qui fait que nous sommes dans un environnement, dans un écosystème extrêmement foisonnant. Et plus spécifiquement, l'année là qui vient, l'année 2026, un enjeu très fort qui est la première rentrée sur la nouvelle offre de formation. Donc là, tout de suite, nous sommes en train de travailler au recrutement de nos futurs élèves. Donc l'enjeu pour nous, c'est de bien leur expliquer pour qu'ils puissent ensuite choisir en fonction de leur profil, en fonction de leurs appétences, en fonction de ce qu'ils veulent faire ensuite, de bien expliquer ce que sont les formations et puis aussi de bien expliquer ce que l'on fait globalement à l'école avec tout ce qui se passe avec la vie étudiante qui est extrêmement foisonnante et l'environnement dans lequel les élèves vont se trouver, qu'ils soient sur le campus de Brest ou qu'ils soient sur le campus de Paris-Saclay. Avant de rentrer dans les questions plutôt de formation, j'ai une dernière question d'actualité. Au regard justement des tensions un peu géopolitiques, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde outre-Atlantique et aussi sur des questions d'écologie, de transition, comment est-ce que l'ENSTA va se positionner sur ces sujets en tant qu'école, vous le disiez, de la souveraineté? Alors, l'école est déjà, par son ADN, positionnée depuis toujours sur ces questions-là. Donc, elle travaille déjà, par exemple, sur la manière avec laquelle on peut mieux valoriser des aciers très spécifiques dans des sous-marins qui ont été conçus par Naval Group. Voilà, c'est un exemple. Valorisation de l'acier, c'est quelque chose d'assez technique quand on en parle et qui montre un lien avec typiquement le monde plus dual. Ce qu'on appelle dual, c'est les entreprises qui vont avoir des développements civils comme militaires. Donc ça fait partie de choses sur lesquelles on travaille depuis des années et qu'on va évidemment continuer à activer de manière extrêmement forte. Par rapport aux élèves qui nous écoutent, au-delà d'une formation scientifique de très haut niveau, telle qu'on l'expliquera tout à l'heure, on a aussi évidemment dans les différentes activités de l'école des cours, des activités d'ouverture à l'interculturalité, d'ouverture au monde de l'entreprise et aussi bien sûr d'ouverture aux questions géopolitiques pour qu'ils comprennent le monde dans lequel ils seront amenés à interagir et surtout à avoir de l'impact en tant qu'ingénieurs. Et donc le monde avec ses tensions géopolitiques. Et j'écoutais pas plus tard qu'il y a 2 jours, je crois, sur une radio, le positionnement du président américain par rapport au Groenland, on en parle beaucoup, mais regardez, vu sous un angle, présenté sous un angle des ressources et de où ces ressources sont utilisées, dans quelle technologie ces ressources sont utilisées pour la production d'énergie, pour la production de sous-marins, pour tout un tas d'activités dans lesquelles nos ingénieurs vont contribuer. Donc le lien avec la géopolitique est effectivement très très important pour que les élèves comprennent ce lien-là. L'ENSTA est donc membre de l'Institut Polytechnique de Paris. Est-ce que vous pouvez revenir sur les atouts, l'intérêt finalement d'être membre d'un grand groupe d'écoles? Donc l'Institut Polytechnique de Paris existe depuis 2019, donc qui a permis le rapprochement d'aujourd'hui, nous sommes 6 écoles. Donc l'intérêt, il est évidemment dans les 2 sens. Il y a un intérêt qui est important pour l'ENSTA puisqu'il permet, à travers les collaborations que nous avons avec les autres membres de l'Institut, de pouvoir élargir les opportunités, que ce soit en recherche ou en formation. Et inversement, nous contribuons, l'ENSTA contribue à mettre en avant et à valoriser ses propres activités au bénéfice du collectif pour que l'Institut Polytechnique de Paris soit plus visible. Pourquoi plus visible? Parce que l'attractivité internationale, donc pour pouvoir recruter des étudiants, des enseignants-chercheurs, etc. Et donc la manière avec laquelle nous le faisons, par exemple, c'est à travers l'implication de nos 11 laboratoires, qu'ils soient sur le campus de Paris-Saclay ou sur le campus de Brest, des laboratoires de recherche qui ont des activités en propre, mais aussi des activités avec les collègues d'autres laboratoires de l'Institut Polytechnique de Paris. Et puis nous avons créé au fil des dernières années des centres interdisciplinaires. Et un des centres interdisciplinaires qui est extrêmement important pour l'école, c'est le centre qui s'appelle le CIMO, Mer et Océan, Centre interdisciplinaire Mer et Océan, et qui a vocation donc à fédérer toutes les communautés autour de cette thématique-là. Alors, mer et océan, c'est une thématique transversale extrêmement large, qui nous permet, par exemple, de nous positionner sur l'étude de la biodiversité des océans, mais aussi sur la cartographie des fonds marins pour des questions de sécurité et savoir comment les sous-marins peuvent naviguer en toute sécurité. Donc, on voit qu'à travers un centre interdisciplinaire très large, on va toucher des thématiques qui sont extrêmement variées, qui vont de la biodiversité de l'environnement aux questions de sécurité et de défense. Je vous propose maintenant qu'on parle de l'offre de formation qui sera disponible en septembre 2026. Justement, qu'est-ce que les étudiants vont retrouver à l'ENSTA? Comment va s'organiser la formation à Paris ou à Brest?
Alors, l'école va ouvrir en septembre 2026 4 cursus ingénieurs en formation initiale et 2 cursus en formation continue. Donc, pour ce qui est de la formation initiale, 4 cursus ingénieurs, un cursus ingénieur généraliste qui va donc se déployer en 3 ans sur le campus de Paris, Saclay et sur le campus de Brest. On reviendra, si vous voulez, sur la répartition. C'est le même cursus, les mêmes activités, des équipes communes qui vont contribuer à ces cours, qu'ils soient donnés à Paris-Saclay ou à Brest. Ensuite, un cursus ingénieur sécurité et défense, qui est une première, si je puis dire, puisque c'est le premier diplôme d'ingénieur conjoint, puisque c'est un diplôme qui est ENSTA et ISAE Supaéro. Et donc qui va permettre aux élèves sur ce secteur de sécurité et de défense d'être en première année à Brest pour un tronc commun et ensuite de pouvoir choisir à travers 3 spécialisations qui vont les amener soit sur le campus de Brest, soit sur le campus de Paris-Saclay, soit sur le campus d'ISAE Supaéro à Toulouse en fonction des spécialités. Et puis 2 cursus de spécialités qui sont accessibles, mais on en parlera peut-être après, pour différents profils. D'accord. Sur les 2 cursus que vous avez mentionnés, est-ce que vous pouvez nous revenir rapidement sur, les voies d'admission? Comment les intégrer justement en septembre 2026? Donc le cursus généraliste et le cursus ingénieur défense et sécurité. Donc le premier peut être accessible après une classe préparatoire sur un concours Mines-Pont. Et le deuxième, après classe préparatoire aussi sur le concours Mines Télécom. Et les deux sont accessibles aussi sur dossier pour des élèves qui viennent de la filière universitaire, qui viennent d'établissements à l'international. Nous avons plus de 30% d'élèves internationaux qui intègrent nos cursus. Et puis aussi sur des formations de spécialisation pour les polytechniciens ou les normaliens. Tous ces cursus sont accessibles en statut étudiant et aussi en statut apprenti. Et certains, donc le cursus défense et sécurité est aussi accessible sous statut militaire. L'autre sous statut civil. Pour ce qui est du, cursus généraliste, est-ce que vous pouvez présenter rapidement l'organisation des 3 années et notamment quelques exemples de cours ou de spécialisations qu'on va pouvoir retrouver? Les 3 années sont bien spécifiques. La première année, c'est ce qu'on appelle un tronc commun avec des cours sur lesquels on continue à creuser le sillon des matières scientifiques de haut niveau. Donc là, il y a une exigence scientifique qui est forte et aussi des ouvertures sur la gestion de projet, sur l'interculturalité, sur évidemment des cours de langue et la connaissance du monde de l'entreprise, les questions de transition écologique, etc. En deuxième année, les élèves vont choisir une majeure, donc soit mécanique, soit mathématiques appliquées, soit informatique. Et selon le campus sur lequel l'élève sera en première année, sa deuxième année peut être sur un autre campus. J'ai dit peu, donc ça sera aussi tout ça, il y a beaucoup de choix pour les élèves. Et en troisième année, il pourra de nouveau rester sur le campus ou changer, puisqu'il va choisir parmi 17 voies d'approfondissement, donc qui vont de la cybersécurité aux véhicules embarqués, à l'énergie. Donc voilà, sur 17, l'énergie nucléaire, c'est extrêmement varié. Et pendant toute cette période, il aura aussi le choix pour aller à l'international, en particulier par des mobilités académiques dont on parlera peut-être plus tard. Est-ce qu'on peut à l'ENSTA, en cycle ingénieur, faire, un parcours en apprentissage? Oui, on peut sur tous les cursus que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et c'est un choix de l'élève quand il va s'inscrire au concours, c'est une ligne spécifique. Et donc c'est possible donc sur le cursus ingénieur généraliste et sur le cursus ingénieur défense et sécurité. Et les 2 autres cursus de spécialisation dont je parlais sont exclusivement en formation par apprentissage. Et donc ce qui est important pour, je pense pour les élèves, c'est que si l'élève choisit le cursus ingénieur généraliste en voie par apprentissage, il va obtenir le même diplôme que son camarade qui aura choisi en voie étudiant. Comment est-ce que vous avez conçu, ces programmes pour qu'ils répondent aux besoins notamment des entreprises? Alors, les collègues de l'école qui ont contribué, donc les enseignants-chercheurs et l'ensemble des équipes, ont beaucoup travaillé avec ce qu'on appelle l'aval, c'est-à-dire les recruteurs, les entreprises qui sont nos partenaires depuis longtemps, et qui nous ont, par discussion régulière, expliqué quels étaient les profils dont ils avaient besoin, quels étaient les secteurs sur lesquels il y avait des appuis particuliers à mener. Et il est important de mentionner que les maquettes pédagogiques et la définition, qu'elles soient très macroscopiques jusqu'aux moindres heures de cours, c'est exclusivement l'école, ses équipes, les enseignants-chercheurs qui l'ont défini. Et avec un regard
et avec une contribution des entreprises ou des recruteurs de manière générale avec lesquels l'école qui était ENSTA Bretagne et l'école qui était ENSTA Paris au moment où ça a été fait avaient l'habitude de travailler. D'ailleurs, les partenaires sont assez communs en général entre les deux campus aujourd'hui. L'ENSTA, c'est donc 2 campus, Paris-Saclay ou Brest. Comment va se dérouler le choix du campus et est-ce qu'il y aura la même vie associative, la même offre de formation sur les 2 campus? Alors, ENSTA, c'est deux campus, Paris et Brest, Paris-Saclay et Brest. Et donc, comme on est donc une école, deux campus, 4 cursus d'ingénieurs possibles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ce qui est important, pour nous, c'est le choix de l'élève. Donc, quand l'élève va d'abord choisir l'école, ensuite il va choisir le diplôme, et selon le diplôme, s'il choisit le diplôme ingénieur généraliste, il va choisir, il aura sur le concours, sur les lignes du concours Minpon, 2 lignes possibles. Donc il pourra choisir ENSTA, cursus ingénieur généraliste, campus de Paris-Saclay, ou ENSTA, cursus ingénieur généraliste, campus de Brest. Ce qui veut dire qu'il fera, alors s'il est accepté, selon là où il est accepté, il fera sa première année sur le campus en question. Ensuite, ce qui est important que les élèves comprennent, c'est que les choix vont pouvoir l'amener sur un autre campus ou pas, en fonction de sa spécialité, de son choix de deuxième année, en fonction de sa spécialité de troisième année. Et de toute façon, ces choix vont l'amener aussi à l'international, vont l'amener en entreprise, vont l'amener à beaucoup d'endroits. Donc, ce qu'il faut peut-être garder en tête, c'est une école, deux campus, deux écosystèmes extrêmement dynamiques, un partenariat d'entreprise et de mobilité internationale possible. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on a une centaine d'universités partenaires et dont 60 en double diplôme. Donc c'est une opportunité importante pour les élèves. Donc vraiment, le mot, la ligne directrice, c'est le choix de l'élève. Merci Estelle Liacona. Je vous propose qu'on passe maintenant aux évolutions et aux métiers dans le monde de l'ingénieur. Ces dernières années, effectivement, on tend vers une diversification des profils et du métier d'ingénieur. On a d'ailleurs parfois du mal à définir ce métier. Justement, comment est-ce que vous définiriez le métier d'ingénieur en 2026, et notamment ce qu'on peut faire après l'ENSTA? Alors c'est vrai, quand on parle du métier d'ingénieur, en fait, moi quand je vois les élèves, je leur parle des métiers d'ingénieur, parce c'est en fait un gros S à la fin du mot. Que ce soit le domaine d'application, le domaine applicatif, hein, on parle d'énergie, de santé, voilà, c'est extrêmement large. Et puis, un élève qui sort de l'école peut faire un doctorat. On a 30% de nos élèves qui font un doctorat après l'école. Et après le doctorat, ils peuvent devenir chercheurs ou ils peuvent travailler en entreprise. D'autres travaillent dans des grands groupes en R&D, dans des PME ou des startups. D'autres travaillent sur la gestion de projet. D'autres travaillent à l'international. Donc les choix et les opportunités sont extrêmement vastes. Et évidemment, ce qu'on dit aussi beaucoup aux élèves depuis plusieurs années, c'est que le métier choisi en sortie d'école ne va absolument pas orienter ou guider fortement la suite de sa carrière, parce qu'il sera amené à avoir des opportunités extrêmement vastes et à pouvoir changer de métier en fait dans la gamme de l'ingénierie de manière assez régulière. Je voulais aussi avoir votre regard sur la féminisation dans les écoles d'ingénieurs. Vous faites partie des rares directrices d'écoles d'ingénieurs aujourd'hui en France parmi les 200 écoles d'ingénieurs. Justement, quels leviers permettront, selon vous, de passer cette barre symbolique des 30% lors des prochaines années? Alors c'est aussi un vaste sujet qui existe depuis très longtemps. Donc, depuis que je suis dans l'enseignement supérieur et la recherche, on est à peu près entre 20 et 30% selon les écoles et selon les périodes. Il y a évidemment, la première chose à expliquer, c'est que dans une école, on arrive en bout de chaîne de toute la partie scolaire. Une entreprise va encore plus le dire que nous, puisqu'elle arrive encore après nous. Pour moi, la question qui se pose quand même assez fondamentalement aujourd'hui, c'est, il y a 2 choses en fait. Il y a évidemment la place des jeunes filles, dans la science de manière générale. Donc qu'est-ce qui va faire qu'on va contribuer à faire une société plus durable et plus sûre demain, mais en ayant une représentation de la société qui soit large pour le faire et donc qui inclut évidemment, à parité les femmes. Mais qu'est-ce qui va faire qu'un jeune a envie de choisir la science aussi pour faire ses études
et pour être impliqué, enfin pour décliner cet aspect-là dans sa vie professionnelle. Ça, c'est un sujet qui est pour moi assez fondamental et pour lequel l'école, les écoles et l'ENSTA en particulier a une responsabilité. C'est comment mobiliser les jeunes pour continuer à aller dans la science et comment mobiliser les jeunes femmes en particulier. Donc ce qu'on voit sur la question de la féminisation, c'est que plus l'école est bien classée, moins on a de jeunes femmes qui intègrent. Donc il y a évidemment une question possiblement de censure ou de concours. Est-ce que les concours sont adaptés à la manière avec laquelle fonctionnent les jeunes filles? Donc ça veut dire qu'il faut aussi mieux les préparer en amont. Donc nous participons à beaucoup d'actions dans les collèges, dans les lycées. Alors nous, quand je dis nous, ce sont nos élèves qui sont très actifs et qui sont très mobilisés pour ces questions-là. Au sein de l'Institut Polytechnique de Paris, on a créé un observatoire avec d'autres établissements pour avoir un regard très presque de recherche, enfin en tout cas une compréhension très fine de ces problématiques-là. Et je pense que la question de modèle, c'est quelque chose qui est important. Donc savoir quand on est une jeune fille, pouvoir prendre modèle, prendre un exemple de femme qui est dans une entreprise et qui a fait carrière ou qui développe sa carrière comme elle le souhaite, ça c'est quelque chose qui est important. Et je rajouterai un dernier aspect qui est peu connu, je pense, même de la part de nos écoles, et donc je pense encore moins des jeunes qui nous regardent, c'est les politiques de féminisation dans les entreprises. Moi, je vois ces dernières années des volontés extrêmement fortes. Alors quand je dis volonté, c'est des actions aussi qui permettent de positionner les jeunes femmes à des niveaux de responsabilité, de leur faciliter une intégration et une carrière. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est peu connu dans le monde académique. Est-ce que vous soutenez l'idée de quota? Est-ce que vous pensez que ça pourra justement renverser un peu la table de ce point de vue-là au niveau des statistiques? Alors, c'est un sujet extrêmement délicat. Moi, depuis longtemps, je suis peu favorable aux quotas par équité, en fait. Je suis donc très attachée à l'équité dans le concours, donc l'anonymat qui est associé. Moi, je suis plus favorable à une préparation ou une sensibilisation encore plus forte que ce que nous faisons aujourd'hui en amont des choix. Donc en amont des choix, donc ça, on peut remonter très très loin dans la scolarité. Et puis c'est un aspect sociétal dans son ensemble. C'est quand je parlais de modèles tout à l'heure, de femmes qui ont un métier très intéressant dans une entreprise en tant qu'ingénieur, mais c'est aussi, quand on est plus jeune, ce qui se passe autour de nous et la manière avec laquelle la société nous renvoie le miroir de notre position en tant que femme. Donc après, la question des quotas, il faut la discuter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire comme ça du jour au lendemain, on y va, on fait. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'il faut fondamentalement discuter, y compris avec les jeunes, qui sont quand même concernés au premier chef. Et concernant la réforme Blanquer, certains directeurs d'école, comme Romain Soubeyran, directeur général de Centrale Supélec, confiaient à notre micro que la réforme Blanquer avait certainement fragilisé encore plus l'attirance des femmes, des jeunes femmes, pour aller vers les études scientifiques. Est-ce que vous partagez cet avis? Mais je ne sais pas trop, en fait, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de recul. On a peu d'années de visibilité. Et un des aspects quand même très positifs de cette loi, ça a été, si vous remontez à plusieurs années, la question qui se posait, c'était de dire mais comment on peut pousser les lycéens, les collégiens et les lycéens, à prendre en main plus tôt, plus fortement leur orientation et leur choix. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas au lycée leur donner plus de choix en les poussant à réfléchir finalement à ce qu'ils veulent faire après, même si ça reste vaste. Donc voilà, comment on concilie en fait, sans dire, c'est la question, c'est pas savoir si je suis pour ou contre, mais la réforme en question, c'est comment on arrive à concilier l'idée de permettre un choix assez tôt aux lycéens, et donc prendre en main, permettre un choix, ça veut dire pour moi prendre en main leur avenir, tout en leur garantissant une sorte de socle suffisant au fur et à mesure qu'ils avancent au lycée pour pouvoir continuer à choisir plus tard. C'est quand même assez insolvable comme équation. Donc voilà, est-ce qu'on a été trop loin sur le champ des choix avec cette réforme-là, sachant que précédemment, il y avait très peu de choix. Voilà. Donc je pense qu'il nous faut encore quelques années de visibilité pour vraiment décider ce qui serait pertinent de faire. On a certaines jeunes femmes, jeunes élèves qui, justement au lycée, choisissent en terminale le doublon de spécialité physique SVT. En faisant ça, elles se coupent d'une certaine manière de grandes écoles d'ingénieurs et d'études scientifiques, comme l'ENSTA. Qu'est-ce que vous avez à leur dire justement? Pourquoi devraient-elles garder les maths au regard du fait que sinon elles se coupent des prépas scientifiques notamment? Alors, deux choses. Alors, la première, c'est que les maths, c'est très bien. C'est une discipline qui est extrêmement intéressante,
Mais si elles en arrivent à choisir autre chose, c'est qu'elles pensent autrement. Donc comment les intéresser plus tôt et peut-être mieux faire comprendre, alors aux jeunes femmes, mais à tous les lycéens tout court, comment l'apport des mathématiques et de cette capacité à conceptualiser va permettre quelques années après de mieux comprendre la technologie et de contribuer au progrès de la société, parce que c'est aussi un aspect de sens qui est important pour ces jeunes-là. Il y a un autre élément là qui je prends plutôt aussi la question pour moi, et ça c'est des choses auxquelles on est en train de réfléchir, c'est comment permettre à des jeunes qui auraient intégré d'autres voies, ou qui auraient choisi d'autres voies après le bac qu'une classe préparatoire et ensuite une école d'ingénieur. Par exemple, les études de médecine après avoir fait le choix dont vous parlez, et qui finalement ne se plaisent pas forcément ou qui se disent: «Bah, la santé oui, mais sous un angle, quand même scientifique ou technique, ça m'intéresserait», et qui pourraient rejoindre une école comme l'ENSTA. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, on est en train de construire ce parcours, cette sorte de passerelle-là. Donc ça, de manière plus générale, ce qui est aussi important, c'est que les établissements comme le nôtre et ces dernières années, ça a été beaucoup fait et à l'école, nous avons une ligne directrice qui est le projet de l'élève, de manière très, un accompagnement très fin, et donc c'est de pouvoir proposer des passerelles, des manières d'intégrer l'école, des moments lesquels on peut intégrer l'école, qui ne soient pas uniquement le mainstream qui existe et qui est important de conserver, et qui permettent d'ouvrir. En fait, on a un profil aujourd'hui, un nombre de profils d'élèves extrêmement variés, un nombre de possibilités en aval par le besoin des recruteurs qui est extrêmement varié aussi. Les recruteurs ne veulent pas forcément toujours le même type de format d'ingénieur. Donc ces passerelles-là permettraient aussi que le choix qui n'ait pas été fait en terminale, ou au lycée, puisse être fait un peu plus tard. Merci beaucoup, Estelle Iacona. Je vous remercie. On arrive au terme de cet épisode. Je vous dis à très vite sur Totis pour un prochain épisode de DG sur écoute. Au revoir.